Bonjour tout le monde, bienvenue sur les ondes de CFAK. On gère la nouvelle qui débute à l'instant, en compagnie de moi-même Mathieu et Marco. Bonjour Mathieu, comment ça va? Super bien, Ça et va toi? Bien? Oui, ça va bien. Et aujourd'hui, gros programme à l'émission On digère la nouvelle. On a beaucoup de choses à vous partager, à vous donner en cadeau, à vous faire digérer également. Donc on rappelle la thématique. C'est ça, la thématique, la quiétude, on relaxe, on se détend. Et on digère, voilà. Surtout. Et oui, surtout. Et dis-moi Mathieu, en s'en venant aujourd'hui, nous avons, comme d'habitude, regardé un peu la météo. Donc on commence avec une petite section là, détente. La chronique par la fenêtre. Oui, alors de par la fenêtre, nouvelle simili-chronique qu'on a décidé d'inaugurer. Alors mon cher Mathieu, de par la fenêtre. Alors, de par la fenêtre, nous pouvons observer couches nuageuses quand même assez consistantes, mais variables. Donc, on peut sentir là, plusieurs couleurs là, dans la masse nuageuse, ce qui fait en sorte qu'on a un temps, disons, beau et nuageux à la fois. Donc, il est possible de faire des activités à l'extérieur. Et voilà, donc voici votre météo c'était votre météo pour aujourd'hui. T'aurais pu simplement dire que c'était nuageux à l'extérieur. Oui, j'aurais pu, mais ça me tentait de paraphraser, d'accord. De tirer la sauce, faut quoi? On va commencer le tout avec une nouvelle qui se développe depuis quelques semaines déjà. Mais il y a eu un développement dans le dossier. C'est le dossier Pauline Marois au PQ. Oh. Oui, alors on apprend on apprend dans le Journal de Québec que Pauline Marois est assise sur une bombe à retardement qui risque d'exploser bientôt. Et c'est au sens figuré, non au sens propre. Ça, c'est le Journal de Québec qui a publié ça? Oui, exactement. Ok, c'est ça, c'est du figuré. Excusez, on sentait ici une petite... Alors, depuis la crise qui a secoué le parti à la fin octobre, rien ne va plus chez les péquistes malgré le calme. Alors, on se rappelle bien entendu la défaite monstre du Bloc québécois aux dernières élections fédérales. Et là, rien ne va plus chez le PQ également. Alors, les mutins, les personnes qui sont plus ou moins en accord avec le PQ, avait contesté son leadership. Je reprends ma phrase. Les mutins qui avaient contesté son leadership ne sont pas du tout contents de la tournure des événements et n'ont pas l'intention d'en rester là. Ils veulent brasser la cage à nouveau, de peur que le parti disparaisse si Pauline Marois s'acharne à vouloir demeurer aux commandes. Okay. Bref, ils veulent que Pauline Marois quitte le parti pour assurer sa survie. Du parti et non de Pauline Marois. Oui, et puis d'ailleurs, c'est ça, le Bloc, comme le Bloc a eu une défaite assez fulgurante là aux élections du 2 mai dernier, ça crée un stress là, au sein du Parti québécois. Donc c'est vraiment ça. On dirait que la crise revient tout le temps un peu là ces temps-ci là. Et en tout cas, il y a tout un débat là sur le fait que est-ce que c'est vraiment, puis on vous le rappelle, on en a parlé dans les dernières semaines, mais un débat autour de est-ce que c'est le problème réel du PQ, c'est-tu les valeurs véhiculées par le parti, c'est-tu est-ce que c'est l'image que projette la chef, je pense qu'il y a un débat qui devrait s'animer autour de tout ça parce que on dirait qu'on sait plus où placer le PQ, on sait plus où le PQ veut se placer. Il y a plusieurs versions à l'histoire. Il y a la version des députés qui placent tout le blâme sur leur chef, c'est-à-dire Pauline Marois. Il y a la version de Pauline Marois qui nie tous les faits et qui dit que tout va bien. Mais c'est sûr que dans une certaine mesure, elle veut pas perdre la face non plus. Exactement. J'ai ici une citation d'un député qui a parlé à un journaliste du Journal de Québec, mais sous le couvert de l'anonymat, bien entendu, parce qu'il veut pas se faire mettre à la porte. Ouais. Il dit « Où elle part, où c'est nous qui partons. Ce n'est pas vrai qu'on va s'en aller à l'abattoir sans réagir avec Pauline Marois comme chef aux prochaines élections. On risque d'être décimés, de perdre tous nos sièges, sauf un ou deux. » C'est quand même fort, là. Tous les sièges sauf un ou deux. Je pense qu'il y a une exagération. Ouais, parce que ici. présentement, c'est l'opposition officielle. On s'entendra que tu passes de... Il y a à l'Assemblée nationale, il y a 125 députés. Donc, admettons qu'ils représentent un peu moins que la moitié. Ça vient donc à peu près 50 députés. Il y en a une couple qui sont partis indépendants dans tout ça, c'est vrai. Bon, on dirait, mettons une quarantaine de députés péquistes. De passer de 40 à 1 ou 2 sièges, je trouve ça un peu exagéré. Là, mais... Ouais, mais en même temps, on peut pas nier le fait que ça va être des élections désastreuses si élection il y aura bientôt et que Pauline Marois sera la chef. Il y a plusieurs soulèvements par rapport à ça. Non seulement
le fait que Pauline Marois parte, mais également l'arrivée de Gilles Duceppe, peut-être. Ça a été mentionné plusieurs fois. Il y a eu des sondages de fait par rapport à ça. On dit ici que le Parti québécois serait en tête des intentions de vote avec Gilles Duceppe à sa tête. Tu penses vraiment que le PQ va se remonter avec une nouvelle tête? Ben, c'est un sondage, là. C'est sûr que ça peut pas nuire. Mais en même temps, je pense que c'est un parti qui est en train de perdre son identité. Parce qu'il y a plus grand monde qui veulent savoir, qui sont intéressés par la question souverainiste à l'heure actuelle, parce qu'il y a des problèmes beaucoup plus importants. Bien entendu, la question souverainiste est pas vraiment une fin, c'est plus un moyen selon les PQ, mais quand même ça fait pas l'unanimité de tout le monde. Ouais, mais ça aussi c'est un autre débat, c'est que en fait, je fais un lien avec Option nationale, qui est un nouveau parti qui a été lancé par un ancien péquiste, là, Jean-Martin Hossan, et l'Option nationale, eux autres, leur message c'est que par la souveraineté, on va arriver à régler les autres problèmes. Donc, la souveraineté est le moyen pour arriver à sauver pas sauver, mais régler les problèmes du Québec, soit la santé, tout ça. Donc, c'est vraiment, je pense qu'il y a matière à débattre là-dessus, là, vraiment. Oui, il y a matière à avoir un long débat. Et il y aura sûrement un débat la semaine prochaine s'il y a développement. Ben oui. Alors on va suivre ça pour vous, chers auditeurs. Parfait. Prochain sujet, écoutez, occupons Wall Street, qui a été cette semaine expulsé. Alors le maire, en fait le propriétaire du parc Zuccotti à New York a finalement pris la décision que c'était terminé. Et donc le maire de la ville a envoyé la police, donc Michael Bloomberg a envoyé la police pour déloger les indignés finalement. Et donc tout ça s'est déroulé là mardi autour d'1h du matin. Et donc, ils ont procédé à une évacuation monstre. Donc, il y avait vraiment là beaucoup de monde dans ce parc-là. Et ils ont décidé de le faire de nuit parce que, selon le maire Bloomberg, il y aurait moins de tapage, il y aurait moins de risques d'affrontement. Puis bon, on le sait, de toute façon, la nuit, c'est toujours un peu plus tranquille. Donc, ça passe un peu plus inaperçu également. C'est ça, ils les ont pris au dépourvu carrément. Ouais, je sais pas si se prendre au dépourvu, probablement qu'ils devaient s'attendre à avoir une intervention. Oui, probablement qu'ils s'attendaient à être évincés un jour ou l'autre, mais peut-être pas en plein milieu de la nuit, parce que le monde devait être en train de dormir ou de boire autour d'un feu, je ne sais pas ce qu'ils faisaient. C'est sûr que la nuit, mais tu t'y attendais pas, ça c'est sûr. Et donc, ce sont 200 personnes qui ont été arrêtées là lors de ce ménage-là. Et là, il y a eu une manifestation là. D'ailleurs, aujourd'hui, c'était sorti là, dans Le Devoir. Donc 2 jours après le démantèlement du premier campement de Wall Street. Les manifestants sont descendus dans les rues et ont marché devant Wall Street et ont scandé là des slogans fermons Wall Street toute la semaine, tous les jours, tout ça. Donc c'était vraiment le mouvement est encore là, les gens ne sont plus à l'emplacement, sauf que on sent que la chimie, les gens sont toujours ensemble. Et maintenant d'une part plus canadienne, je vais juste vous dire un peu les villes qui ont expulsé leurs membres jusqu'à maintenant. Donc Halifax, London en Ontario, Saskatoon, à Regina, la police a remis les contraventions à 7 personnes. Donc pour s'être situé là, pour s'être trouvé sur le parc Victoria. Donc il y a beaucoup de villes canadiennes qui ont vraiment expulsé les mouvements. Et puis à Montréal d'ailleurs, on n'a pas expulsé, sauf que, comme on en a parlé la semaine passée, M. Tremblay avait évoqué certaines restrictions. Donc, par exemple, à Montréal, on veut pas qu'il y ait d'installation en bois. Et là, justement, les indignés sont en train de s'organiser afin de sortir les structures de bois du campement, mais le maire Tremblay est toujours aussi... Il va rien faire, c'est sûr. C'est ça, il est très tolérant, puis c'est correct aussi, tu sais, c'est une vocation, c'est pas une vocation, mais c'est un mouvement qui veut dénoncer une réalité. C'est probablement les seules personnes qui voteraient pour lui s'il y avait des élections municipales. Ouais, sans doute. Et donc voilà, ça c'est le topo cette semaine pour ce qui est du mouvement Occupons Wall Street. Et j'imagine, en tout cas, en espérant, parce que Wall Street c'est quand même la base, c'était le centre un peu du mouvement, donc j'espère que on va voir là, la suite des choses là, comme le point central est déphasé un peu, là, voir si ça va se poursuivre tout cela. On enchaîne avec un dossier plus provincial. On parle ici des radars photo
Mais il y a eu un rapport justement par rapport à ça. Parce que ça, c'est un projet pilote qui Exactement, est mené depuis c'est un projet pilote depuis 2009, si je me souviens bien. C'est ça. Ouais. Alors, l'utilisation de radars photo permet d'améliorer la sécurité routière selon le rapport de la commission responsable des questions de transport et ça a été publié mercredi, c'est-à-dire hier. Alors, selon les 12 députés qui se sont penchés en commission parlementaire sur le projet pilote, les radars photo réduisent le nombre d'accidents et de blessés sur les routes de la province. On rappelle ici que Québec avait fait installer 15 de ces appareils, dont 9 sur les routes et 6 à des feux rouges dans 3 régions différentes. Je pense qu'il y en a à Québec, à Montréal, puis la troisième, je la connais pas, mais... Je sais qu'il y en avait à Lévis. Oui. Il y en avait à Thetford aussi. Ah ouais, à Thetford? Oui, j'en ai vu à Thetford. OK. À Lévis, pour les gens Thetford, si je prononce bien. Désolé, c'est mon accent. Pour les gens qui sont de Lévis, souvent, quand vous êtes sur la 20, vous en allez vers l'ouest, donc vers Montréal, justement, c'est ça. Vous allez avoir un radar photo qui vous prend là juste avant une des sorties pour le pont Pierre-Laporte. Donc, il y en a à Lévis. À Montréal, c'est sûr qu'il y en a. Là, au feu rouge, le Montréal, c'est un incontournable. Oui. Et puis ce rapport-là, finalement, est-ce que ça va mener à une poursuite du projet ou qu'est-ce qui... Ben, une sorte ici des statistiques assez positives. On dit que le rapport indique que les appareils de surveillance sont pratiquement enrayés, les grands excès de vitesse, dans les zones surveillées, bien entendu. Ah oui, c'est ça. Parce qu'on s'entend que tu feras pas le câble. Là, en plus, ils te mettent une pancarte qui disent « Attention, radar photo ». Là, t'en as une autre. Attention, radar photo encore plus près. Là, on s'entend que si tu pognes une étiquette dans une zone de radar photo, c'est parce que tu vas l'avoir mérité. C'est ça, c'est comme donner une réponse à une question. Là, c'est aussi simple que ça. On dit ici que non seulement ils ont pratiquement rayé les grands excès de vitesse dans les zones surveillées, mais également que la moyenne de vitesse a diminué de plus de 10 km/h. Et on parle ici aussi du nombre d'excès de vitesse constaté qui a diminué de 68%. 68%. Quand même, oui. Ben oui, c'est énorme. Donc, ma question, c'est est-ce que le gouvernement devrait poursuivre, pas le projet pilote, mais devrait poursuivre et aller de l'avant et en installer à plusieurs endroits? Oui. Moi, je te dirais que c'est une source de revenus aussi pour le gouvernement et c'est une source de revenus. En fait, peut-être pas cet été, mais au courant de l'année, ils ont sorti des données, là, surtout dans le Journal de Montréal, sur le coût de ces appareils-là, qui est un coût assez élevé. Donc, à long terme, le coût est remboursé par les contraventions. On s'entend qu'il y a des coûts administratifs derrière ça, parce qu'il faut les envoyer, les contraventions. Les envoyer, il faut entretenir aussi les machines, tout ça. Mais je me dis, outre cela, le fait que les coûts finalement reviennent à rembourser l'appareil puis les frais administratifs, moi je me dis que c'est un excellent moyen de contrer la vitesse sur la route qui est souvent va causer des dangers, va causer des accidents. Et de là en installer beaucoup, énormément. Parce que là, dis-toi que si on en installe juste à certains endroits bien précis, le monde, c'est comme les polices placées sur les autoroutes. Un jour, tu le sais, ils sont placés où. Fait que là, tu vas juste ralentir quand tu sais qu'il y en a un là, puis après ça, tu vas repaiser. Ah ouais, la pédale dans le fond. Puis ça fera pas autrement. Mais c'est comme le boulevard métropolitain à Montréal. C'est 70 la limite, mais tout le monde roule à 100. Donc, s'il installe un radar photo, inquiète-toi pas que le monde va ralentir. Sauf que, il faut être intelligent. Faire ça sur le boulevard métropolitain, c'est une très mauvaise idée, premièrement, pour la congestion. Mais je me dis, s'il y a des endroits au Québec où la limite de vitesse est très, très importante, puis qu'elle ne cause pas des problèmes de circulation, pourquoi ne pas en installer? Non, c'est sûr que t'en installeras pas sur un boulevard tranquille dans une petite ville qui a à peine 10 000 habitants. Ça, c'est sûr. Parce que ça va probablement nuire à la lucrativité de ça. Alors, on s'en va en pause musicale. On va vous envoyer une chanson de l'Assemblée, plutôt un rap de l'Assemblée. Ça s'appelle « J'ai pas le temps ». La voici. Alors, vous êtes de retour sur les ondes de CFAK. En fait, vous n'avez jamais quitté. Oh non. Et j'espère que vous avez apprécié la chanson d'aujourd'hui, car c'était... on en a changé un peu de registre pour cette émission. Et on aime la variété, vous le savez tous. Et Mathieu, la digestion se passe toujours bien. Oui. Ça se contrôle bien. Ça descend tranquillement. C'est fluide. Parfait ça. Alors prochaine nouvelle, chers auditeurs, François Legault a lancé cette semaine son nouveau parti
qui, on vous rappelle, Coalition Avenir Québec. Donc, avant, c'était la Coalition pour l'avenir du Québec. Les caquistes. Les caquistes, justement. Et on a compressé le tout, Coalition Avenir Québec. Et donc, c'est ça. Monsieur Legault a lancé son parti ce lundi en conférence de presse et a stipulé que la Fédération canadienne, en parlant là du fédéralisme et tout ça, a stipulé que la Fédération canadienne comportait des avantages et des désavantages pour le Québec. Et donc, M. Legault n'estime pas que faire un bilan actuel de cette question-là est nécessaire pour le moment. En fait, M. Legault va vraiment axer son nouveau parti sur le fait de régler les problèmes en fait, il voudrait régler les problèmes dans le système d'éducation et le système de santé au Québec. Et ils ont rajouté aussi une clause là à leur plan d'action dont je vais vous parler dans quelques secondes, qui serait de faire le grand ménage dans la vie publique. Donc là, on parle entre parenthèses de commission d'enquête sur la construction, tout ça. Et donc voilà, ça c'est les grandes lignes du parti, de l'annonce de M. Legault. Et M. Legault a d'ailleurs souligné que incessamment là, il entamerait avec l'ADQ des pourparlers, peut-être pour une fusion, parce que là, ça va pas bien pour l'ADQ non plus. Puis la CAQ veut rentrer veut bientôt arriver à l'Assemblée nationale. Donc ça serait peut-être une certaine façon de plonger dans le milieu de l'Assemblée nationale. Je cherche mes mots, je suis désolé. On ne lâche pas, Marco. On lâche pas. Et donc, c'est ça. M. Legault a présenté son plan d'action qui est intitulé Agir pour l'avenir. Et donc, c'est un plan d'action là qui a été établi là à la suite de sa tournée pan-québécoise de cet été. Donc, M. Legault a rencontré 5000 citoyens. Et il est apparu vraiment 4 priorités dans ce plan d'action-là. Donc, l'éducation, comme je disais tantôt, l'éducation, santé, économie, langue et culture qui forment un tout. Là. Et à ces quatre priorités-là s'ajoute la lutte à la corruption. Est-ce que M. Legault a dévoilé certains visages qui vont faire partie de sa coalition? Non, mais en fait, M. Legault, il s'est déclaré par défaut chef de son parti, mais c'est rien de défini parce que rien n'est encore officiel. C'est ça, parce que M. Legault partage et en fait est cofondateur avec Charles Serrois, qui est un homme d'affaires du Québécois. Et mais non, ils ont pas présenté de gens, de candidats encore. J'imagine que sont en train de plancher là-dessus. Puis d'ailleurs, M. Legault parlait probablement de parler avec Benoît Charette, qui est un ex-député péquiste qui est parti du PQ en juin dernier. Et donc peut-être que c'est ça, la coalition. Peut-être que M. Charette représenterait la coalition à l'Assemblée nationale. Et donc, je vais vous énumérer quelques principaux engagements de la CAQ. Donc, M. Legault va parler d'abolir les commissions scolaires, d'augmenter de 20% le salaire des enseignants. Et c'est sûr que les enseignants à ce moment-là seraient soumis à une évaluation de leur enseignement. Donc, et là, M. Legault voulait assurer à tous les Québécois l'accès à un médecin de famille, abolir les agences de santé et de services sociaux. Donc, c'est vraiment des moyens pour régler des problématiques dans les gros secteurs de l'économie québécoise, des gros secteurs de services sociaux, santé et éducation. Je m'éloigne peut-être du sujet un peu, mais est-ce que tu penses que la clause qui dit que on doit évaluer les enseignants, admettons que ça rentre en fonction, est-ce que tu es d'accord avec ça? Que les enseignants doivent être évalués s'ils gagnent plus cher? En fait, j'ai pas de position arrêtée, mais je connais pas la façon de fonctionner. Mais par exemple, si on prenait les écoles secondaires, les enseignants ont un programme à suivre. Sauf que c'est sûr qu'il y a tout le temps des enseignants qui doivent qui dérogent un peu, qui vont faire un peu à leur pas à leur tête, mais tu sais, ils vont roder un peu selon leur type d'enseignement, la façon qu'ils le font. Mais je me dis, une évaluation, oui, ça pourrait, parce que des profs secondaires, il y en a des bons, puis il y en a des mauvais. Oui, c'est sûr. Donc, une évaluation permettrait de rehausser l'enseignement. Moi, je suis en accord avec ça. Puis, je pense pas que ça met en compétition les enseignants entre eux, ou ça pourrait nuire à l'emploi des enseignants. Sauf que, maintenant, l'éducation, ça doit être une priorité au Québec.
Puis, je pense que de créer ces balises-là, c'est d'augmenter la qualité de l'enseignement. Parce que je sais, non seulement il y a eu plusieurs contradictions par rapport au projet que François Legault a mis sur la table, notamment le parti de Jean Charest qui a dit c'est une mauvaise façon que d'évaluer les enseignants parce que l'éducation c'est pas une business. Tu peux pas évaluer ça de même. Qu'est-ce que tu penses de ces propos-là? Oui, ben en fait M. Charest a quand même raison dans un sens, sauf que un peu contradictoire. Moi, je trouve ça un peu trop contradictoire parce que M. Charest veut quand même augmenter les frais de scolarité. Donc, peut-être que je m'éloigne de l'argument de business. Okay. On s'éloigne un peu. Ouais, c'est ça. C'est pas. Mais non, je conçois pas ça comme le fait que d'imposer des évaluations aux enseignants, c'est comme si l'école devenait une entreprise. Tu sais, c'est vraiment plus pour axer sur la qualité de l'enseignement dans le public. Donc, tu sais, au privé, de toute façon, les écoles privées, ils gèrent eux-mêmes leurs choses, ils évaluent eux-mêmes leurs professeurs. Sauf que au public, je pense que ça serait bien de le faire aussi parce que c'est de rehausser la qualité de l'enseignement puis l'image du public au sein du Québec. Alors toujours dans le sujet de l'éducation au Québec, la fameuse question sur les droits de scolarité et maintenant la guerre 2.0 entre le gouvernement et les étudiants. Et ça à la suite de la manifestation de la semaine passée. Exactement, mais c'est le gouvernement qui a déclenché les hostilités en allant de l'avant et en achetant des mots-clés sur Google tels que FEUC et les divers noms d'associations étudiantes. Et lorsqu'on écrit ces divers noms-là dans Google, ça nous amène vers un site web créé par le gouvernement pour promouvoir ses idées et son opinion par rapport à la question des droits de scolarité. Okay. C'est le gouvernement en premier qui a commencé à faire ça. Exactement. Et après ça, vu l'ampleur que ça a pris, les étudiants ont riposté avec un site web que eux-mêmes ont créé, qui en fait, je l'ai visité, est une copie conforme du site web du gouvernement, sauf que au lieu d'avoir les opinions du gouvernement par rapport à la question des droits de scolarité, on y retrouve ceux des étudiants. Penses-tu que c'est un bon moyen? Parce que je trouve que ça fait un peu bébé lala. Là. Ouais, ben là... Tu fais ça, moi je vais te le faire. Tu me refais ça, ben moi je vais te frapper plus fort encore dessus. Encore là, c'est un sujet un peu touché parce que je te dirais que... premièrement, l'initiative du gouvernement de faire ça, je la trouve pas tant... Je trouve pas que c'est une bonne idée. Là, bon, la façon pour les étudiants de rétorquer, c'est sûr que... Je veux dire, les étudiants ne veulent pas perdre la face non plus, donc ils vont utiliser le même moyen. Ça peut être acceptable. Sauf qu'à la base, le geste du gouvernement, je l'ai pas trouvé acceptable. Sans prendre position pour les manifestants, pour les étudiants. Non, c'est ça. On peut rester neutre dans l'histoire des droits de scolarité et être contre le geste du gouvernement. C'est ça. Je trouve que ça fait une mauvaise publicité, puis c'est de passer par la bande pour surtout que tu prends un nom de domaine d'une association étudiante. Je trouve que ça fait un peu croche, là. Et le gouvernement qui a d'ailleurs dépensé 50 000 $ dans ce projet-là. Il a fait affaire avec la firme de publicité Cossette. Ouais, c'est ça. Donc, il a pas été chercher des moins que rien, là, quand même. 50. Il a été chercher le top du top, quand même. Les étudiants, eux autres, qui, en fait, ont réussi à créer leur site web gratuitement, parce qu'il y avait des élèves bénévoles, des étudiants bénévoles qui se sont proposés, et le nom de domaine qu'ils ont acheté, il a coûté vraiment pas cher. Je pense que tous les noms de domaines qu'ils ont achetés ensemble ont coûté à peu près 1 000 $, selon ce que j'ai entendu à la télé. Je lance un chiffre comme ça, là. C'est peut-être pas celui-là, mais c'est dans ces alentours-là. Okay. Donc, Monsieur Charest, le gouvernement Charest qui dépense là, vraiment pour je trouve que c'est des dépenses inutiles. Puis le message que Monsieur Charest veut passer, le désaccord par rapport aux étudiants, il y a d'autres façons de le faire, d'autres façons que de dépenser 50 000 $ pour créer un site web, prendre des domaines, sincèrement. On reste toujours dans le sujet de l'école et de la scolarité, parce que, croyez-le ou non, aux États-Unis, plus précisément au Colorado, les propriétaires, en fait, les gestionnaires d'écoles publiques pensent instaurer de la publicité dans les bulletins. Alors, des écoles du Colorado aux États-Unis ont trouvé une solution inusitée pour faciliter les fins de mois pénibles. Elles vendront des espaces publicitaires sur leurs bulletins scolaires.
Les écoles publiques qui participent à cette initiative espèrent ainsi récolter 90 000 $ sur une période de 3 ans en insérant des publicités pour College Invest, un programme d'épargne pour payer les études universitaires à de futurs étudiants. OK, donc les parents vont recevoir les bulletins de leurs enfants, oui. Puis ils vont être exposés à des publicités. Exactement. Est-ce qu'on a précisé dans l'article ou dans les nouvelles le type de publicité qui serait enclin à se retrouver là-dedans? Ben ici, on mentionne College Invest, donc c'est relié au domaine de l'éducation, mais c'est un domaine qui peut être assez général. On pourrait aussi bien avoir une publicité du gouvernement pour les prêts et bourses qu'une publicité de bureau en gros pour des crayons en spécial. OK. Bon, une publicité du gouvernement pour prêts et bourses, oui, bon, je peux être en accord avec ça parce que c'est un moyen d'aider les parents à se retrouver. Puis ça en fait, ça peut aider les parents. Ça guide les parents dans le cas où il y aura un enfant plus vieux, puis bon, on commence à se renseigner pour ses études supérieures. C'est bien. Une annonce de bureau en gros, regarde, bon, il y a peut-être pas de publicité aux États, là, mais je veux dire, il y a tellement de publicité ailleurs que je vois pas l'intérêt pour un magasin, mettons un commerce de détail, d'afficher des produits dans un bulletin d'enfants. C'est très questionnable comme façon de faire. C'est ce qui conclut notre portion éducation. C'est une grosse portion aujourd'hui, l'éducation. Oui. Alors, on va en musique avec Les Goules et la chanson Dynamite. Attention, ça va faire boum maintenant. Boum, 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 on est de retour. Yeah, gangster. Gangster. Yeah. Alors, c'est ouais. OK. Alors mon cher Mathieu, toujours bienvenue aux auditeurs qui se joignent à nous, bienvenue sur les ondes de CFAK. S'il y en a. C'est ça, les ondes de CFAK 88.3 FM. Et nous poursuivons notre revue de presse hebdomadaire. Et mon cher Mathieu, cette semaine, on a pu observer que le site de la Société de transport de Sherbrooke a été revampé. Oui, j'ai fait un énorme saut. Dénicher l'horaire autobus qui convient est maintenant plus facile à Sherbrooke. On sentait qu'il était temps. Oui, parce que ce site-là, l'interface était bleue, c'était c'est pas la couleur qui était le problème. Le fait, c'est que c'était pas convivial. C'était pas convivial, c'était un vieux, on dirait que c'était un vieux site internet des années 2000. Exactement. Vieux site internet des années 2000. 2001, tu sais, un vieux site fait en HTML là, qui est peu attrayant. C'est ça. Mais maintenant, le site de la STS est très attrayant et d'ailleurs, j'en suis très heureux parce que comme vous le savez déjà sans doute, parce que je me répète à chaque émission, j'ai fait mes études collégiales à Québec. Et quand je voulais prendre l'autobus à Québec, c'était très facile parce que le site Internet était super bien fait. Je suis arrivé ici à Sherbrooke, je me suis dit, mais je vais essayer de prendre l'autobus. Laquelle est-ce que je prends? Je m'en vais voir sur le site Internet et, qu'est-ce que c'est ça? C'était affreux, là, ouais. Et puis au niveau de la convivialité, vous pourrez voir là, en fait premièrement les couleurs, tout ça, c'est vraiment très rafraîchi comme site. Et là vous avez plusieurs onglets, vous pouvez vous déplacer à travers tout ça. Donc je suis en train de le faire en live. Marco est en train de découvrir le site Internet. Je découvre vous avez même une zone STS en direct. Donc vous par exemple, si vous connaissez les lignes que vous voulez emprunter, vous écrivez un départ, une arrivée, puis ça va vous tracer le trajet. C'est comme un peu la STM à Montréal, c'est possible de faire ça aussi. C'est pareil à Québec aussi. C'est ça, parce que moi j'avais vu ça de la STM, j'ai dit, mon Dieu, tu peux te faire un trajet. Puis je suis arrivé avec la STS, c'est même pas possible de le faire. Alors on a beau dire ce qu'on veut contre la STS, ça c'est un très bon move. Pardonnez-moi l'anglicisme. Dans un autre ordre d'idée, en fait, on va prendre une tangente un peu plus économique pour la suite des choses. Alors, nouvelle économique de la semaine, Walmart, les bénéfices de Walmart reculent, mais ce n'est pas une grande, c'est pas dramatique. Alors, le bénéfice de Walmart a reculé de 2,9% au troisième trimestre. Et donc, Walmart a quand même dévoilé un bénéfice de 3,33 milliards de dollars américains. Comparativement à 3,43 milliards l'an dernier. Donc c'est pas une grosse différence pour Walmart, c'est un bénéfice, donc ils sont pas en dessous. Ils ont fait un peu moins de bénéfices que l'année passée, sauf que ils se retrouvent quand même dans une position dans une bonne position. Et donc ces revenus ont toutefois, là, dans l'ensemble de l'année, ces revenus ont toutefois avancé de 8,2% pour se totaliser à 109,5 milliards de dollars américains.
Et les activités internationales de l'entreprise, qui en passant génèrent 26% de ses revenus, ont connu une hausse de 20,3%. Ce qui n'est pas négligeable. Ce qui n'est vraiment pas négligeable. Donc, ça se passe bien pour Walmart, surtout sur la scène internationale. Maintenant, un peu plus près de chez nous, un train à haute vitesse Windsor-Québec pourrait voir le jour. Et donc, les documents du consortium Ecotrain, qui est une compagnie d'Ontario, a fait la synthèse, en 244 pages d'un projet, de ce projet-là. Et donc, les premiers passagers, si le projet là avait lieu, si l'entente était prise avec Québec, le gouvernement de Québec et Ottawa, non, je me rappelle plus dans quelle ville, en tout cas, le gouvernement de l'Ontario finalement. Donc, les premiers passagers pourraient utiliser là ce système-là à partir de 2025. Et donc, 2 modèles là, ont été étudiés en fait pour ce moyen de transport-là. Mm-hmm. Et donc, premier modèle qui serait une rame de 400 voyageurs propulsée au diesel, pouvant rouler à 200 km/h. Donc, on l'appelle le modèle F200+. Et l'autre, c'est une rame électrique de 400 voyageurs qui pourrait circuler à 300 km/h. Aïe. Oui, 300, c'est quand même assez rapide. Et qu'on surnomme le modèle E300+. Et donc, c'est ça. Donc, en fait, les 2 gouvernements, Ontario et Québec, devront voir si l'option est viable pour eux autres. Et donc, c'est ça. Ces 2 projets, là, il y en a qui coûtent un peu plus cher. Donc, le train électrique coûterait 21,3 milliards de dollars, alors que le F200+, implique des coûts de 18,9 milliards de dollars. Donc, c'est vraiment des choses, des données qui restent à voir, là, et la façon que, il va falloir que les gouvernements voient à ce que comment le financement, excusez-moi, va se faire. Le financement de ce projet-là se fera au cours des prochaines années. Merci Marco, c'est ce qui conclut la partie économie. Ben oui. Oui, alors qu'est-ce que je vous envoie? L'artiste, le nom. Envoie-nous quelque chose. Le nom. OK. Le nom? Oui. Oui. Oh oui, le nom, fais-le toi-même. Alors. C'est moi qui ai fait la sélection cette semaine, donc on s'attend à la variété. Hein? Et pourquoi le nouvel ordre mondial, Marco? C'est pour dénoncer. Dénoncer, sentir le vent nouveau dans les voiles, transcender le monde, quoi. Alors, trêve de poésie, la voici, le nouvel ordre mondial. Alors, vous êtes de retour à On digère la nouvelle. Il est précisément 13h48 et c'est l'heure du dessert. Oh, le dessert. Qu'est-ce que t'as pour nous aujourd'hui, mon cher Mathieu? Beaucoup de jus. Et okay. Le liquide, ça passe bien, ça fait bien digérer. Hein? Ouais, c'est ça. Alors, première nouvelle, savais-tu, mon cher Marco, que c'est la journée mondiale du record Guinness? En fait, c'est la 4e journée annuelle des records Guinness. Donc, j'imagine qu'à travers le monde, plusieurs personnes essaient de se ridiculiser et de battre des records loufoques. Et j'imagine que tu as un record pour nous aujourd'hui. Oui, en fait, ici, on parle de... on parle ici, dans le quartier des affaires de Canary Wharf, à Londres, plus de 50 hommes et femmes se sont déshabillés, ça part bien, pour s'introduire dans un caleçon géant afin de promouvoir l'éthique dans le monde du travail. Est-ce que tu vois le lien? Non, pas tellement. Non, c'est ça, moi non plus. Je pense que c'est le record de l'absurdité. Oui. Alors, j'ai ici devant moi une photo de 50 personnes plus ou moins nues, parce qu'il y en a qui ont des hauts et il y en a d'autres que non. Ils sont réunis tous dans une géante paire de bobettes. Oui. Ah oui? Oui. Oh. Ça fait un peu intime, hein, mettons que... Ah ouais. Il doit faire chaud. On va vous mettre cette merveilleuse photo sur notre page Facebook, cher. Vous pourrez aller voir les exploits du monde des affaires à Londres. Raison de plus d'aller visiter notre page Facebook. Oui. Prochaine nouvelle, en fait c'est toujours la même nouvelle, mais prochain record, pardonnez-moi. Un inventeur patenté qui s'appelle Ed China. Ed China. Pour sa part, conduit la salle de bain la plus rapide du monde. Et oui, on parle d'une salle de bain mobile pouvant atteindre 68 km/h.
J'ai une autre très belle photo ici devant moi. On voit ici un homme habillé en ce qui ressemble à une robe de chambre à carré rouge, avec des belles lunettes noires, conduisant ce qui ressemble à un bain et un lavabo sur roue. OK. Oui. Et ce monsieur-là, est-ce qu'il y a une raison à son invention? Non. OK, c'est tout simplement... Il voulait juste prendre des bains à 68 km/h. Mon Dieu, il aime savoir les émotions fortes. Ouais. Le vent dans le poil dans le vent. Le poil dans le vent. OK. OK, c'est beau. On va s'en retenir un peu. Dernier record qui apparaît dans cette nouvelle-là, un conducteur a réussi à se recroqueviller dans l'habitacle de la plus petite voiture autorisée à rouler sur la route. Est-ce que tu as une idée de sa grosseur? Non, mais je sens que ça va être extraordinaire. L'engin, écoute-moi bien, est d'une hauteur de 104 cm, d'une largeur de 66 cm et de 132 cm de longueur. Donc c'est plus petit qu'un mètre cube, là. Quand même. J'ai la photo devant moi et l'homme ne semble point confortable. Il a les genoux à côté au menton, un bras à l'extérieur, le coude qui est sorti par l'autre fenêtre. Et ouais, ça a pas l'air confortable. C'est étrange comment des gens grands, des grandes personnes puissent aimer des véhicules aussi petits. Je comprends pas. À Trois-Rivières, j'ai souvent vu un monsieur, je pense qu'il y a 3 petites autos, là. C'est comme des Mini Cooper, mais encore plus petits, de 3 couleurs différentes. Rouge, bleu, rouge, bleu. Rouge, bleu, rouge, c'est pas 3 couleurs différentes. Rouge, bleu, jaune, excusez-moi. Et ce monsieur-là, il doit l'aimer, ce modèle-là, il y en a 3 couleurs. Puis il se promène, puis il est super grand. Il sort de son char, là, puis tu vas, oh boy, ce monsieur-là, ça rentre de cette affaire-là. On dirait qu'il y a des personnes... Juste à pousser un peu, n'importe quoi rentre n'importe où. OK, ça c'était louche. Oui, c'était louche, oui. Alors, pour me faire pardonner, on va enchaîner avec la prochaine nouvelle des excréments de panda pour rehausser votre thé. Je sais pas si ça va me faire pardonner. Et bon, fait que là c'est quoi? C'est un panda qui bouffe du thé puis... On va commencer au début. Ouais. C'est un chercheur chinois qui a découvert que l'utilisation d'excréments de panda, et c'est seulement les excréments de panda, c'est important de le préciser, dans la culture du thé permet d'accroître significativement les propriétés anticancérigènes du populaire breuvage. OK. Alors déjà que le thé est un breuvage qui est connu pour être anticancérigène. Maintenant, il paraît que si vous rajoutez de la merde de panda dans votre thé, ben ça va hausser vos chances. Ah ouais. Ça d'ailleurs cet été, il y a un article qui était paru. Là, c'est un peu dans le même type de consommation, le café. Il y a des gens qui faisaient manger du café à un certain animal dont je ne me rappelle plus le nom, mais c'était un genre d'animal qui ressemble à un suricate, là, en tout cas un petit mammifère. Et ça, cet animal-là mangeait le grain de café et dans ses excréments, le grain de café était récupéré et on vend ce café-là à consommation individuelle. C'est vraiment un café de haute qualité puis il est vendu très cher. Puis, étrangement, le café est super bon. Ça a été assez populaire, donc... c'est surprenant ce qu'on peut faire avec de la... Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, en tout cas, moi, personnellement, je serais pas enclin à goûter du café ou du thé qui provient d'excréments d'animal. Mais pour ceux qui sont intéressés, on parle ici d'une somme de 70 000 pour se procurer 1 kilogramme de ce fameux thé, dont les propriétés anticancérigènes n'ont toujours pas été prouvées, mais... Le chercheur chinois dit que ça marche. Ben, c'est ça que je comprends pas. C'est qu'on va payer tant cher pour quelque chose qui provient d'un intestin. Personnellement, en tout cas. Bon. Moi, adopte un panda puis je vais faire brouter mon panda. Tu sauras plus quoi faire avec. Je vais faire brouter du thé puis. Alors Marco, tu sais que j'ai tout le temps une nouvelle qui provient de la Russie et c'est ma foi toujours assez loufoque. As-tu des racines russes toi dans ta famille? Non. Okay. Non, c'est beau. On parle ici du ministère de Défense de la Russie qui a commandé 10 000 raquettes de badminton. OK. Ouais. Alors, je vous lis ce que ça donne. Non, ils vont se lancer des bombes nucléaires. Je vais t'expliquer ça en détail. Là, c'est assez poussé. Le ministère russe de la Défense va s'équiper de 10 000 raquettes de badminton pour entraîner ses tireurs d'élite. Un sport utile selon l'armée et dont le président Dimitri Medvedev a fait récemment la promotion et c'est ça.
Alors, C'est selon clair, le ça. journal, l'armée russe Oui. achètera dès 2012 10 000 raquettes et des dizaines de milliers de volants. Parce que, bien entendu, tu peux pas jouer au badminton sans volant. Ouais. C'est ça. Et on précise ici, encore une fois, que c'est pour entraîner ces tireurs d'élite. On dit ici, en fait, c'est Alexandre, excusez encore une fois mon accent russe, Shklepelev, qui dit que ce sport est très utile pour tous les combattants. Il est surtout utile pour la formation de tireurs d'élite, car suivre des yeux le volant entraîne les muscles oculaires, renforce le système cardiovasculaire et contribue à la vitesse de la réaction. Alors, si vous voulez un jour faire partie de l'armée russe, soyez bon au badminton. J'espère qu'il se passe sur des études C'est ce que j'en sais. pour mener tout ça de front. Parce que faut pas ostiner les dépenses gouvernementales. Ça, tu le sais très surtout bien. pas ceux qui sont russes. Hein. Non, c'est ça. C'est Encore moins. Ouais. Bon, j'aimerais une dernière nouvelle avant qu'on conclue l'émission. Oui, on parle ici de un chien perdu sur un chien perdu sur l'autoroute. Pas besoin de parler russe, là. Ouais, c'est ça, j'essayais de développer mon accent russe. Des policiers ont eu beaucoup de difficultés à rattraper un chien qui courait le long de l'autoroute à Tempe, en Arizona. Le chien se trouvait à l'arrière d'une voiture qui a subi plusieurs tonneaux lors d'un accident et réussissant à se libérer, le chien s'est enfui, inquiétant la police qui craignait qu'un autre accident ne survienne. Alors, on parle ici de policiers qui ont déclenché une poursuite policière sur l'autoroute pour poursuivre un chien qui s'était échappé. Wow, quel gaspillage de fonds publics. Ah ben là, non mais s'il avait laissé le chien faire puis quelqu'un avait voulu l'éviter, que ça aurait créé un autre accident, un carambolage. Dans un certain sens, le chien pouvait être une source de danger. Ouais, c'est arrivé l'année passée pendant que j'étais à Québec. Il y avait un chien, je sais pas comment il a fait, il s'est ramassé sur l'autoroute Henri IV. Puis là, tout le monde a voulu l'éviter. Donc là, ils ont tous donné des coups de volant, fait que ça a fait un carambolage monstre. Le chien a survécu, heureusement. Ouais. Vu comme ça, c'est sûr que... Et TVA, tout ce que TVA a trouvé à dire, parce que bien entendu TVA en a fait sa nouvelle principale le soir même. Oui. Et ils ont réussi à tourner une madame qui disait « Oh, mon char! Et c'est tout. C'est très pertinent. Oui. Alors, mon cher Mathieu, merci.